Bienvenue au Bleuet pour cette nouvelle rencontre filmée avec Célia Houdard autour de l'ensemble de son œuvre et tout particulièrement de son dernier livre, Le Scribe. Célia Houdard est actuellement en résidence d'écriture aux Correspondances de Manosque et c'est l'occasion de remercier les Correspondances de Manosque d'avoir permis donc l'organisation de cette rencontre. Célia, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et ma première question portera justement sur votre projet d'écriture dans le cadre des Correspondances de Manosque. Oui, c'est grâce au Festival des Correspondances que je suis ici. J'avais pas idée qu'un jour je reviendrais pour écrire dans le cadre de ces résidences, donc, puisque les correspondances comportent aussi une sorte d'invitation offerte à un auteur, et c'est mon cas cette année. Et donc je suis dans un moment comme ça de prise de notes, de lecture et on peut dire un peu de friche pour laisser venir de nouveaux motifs. Et c'est vrai que je suis en route, je me suis mise en route pour l'écriture cette fois d'une fiction, d'un roman. Et je suis arrivée avec, on peut dire, quelques idées, et dont l'une, j'ai en tête d'écrire un roman dans lequel les fleurs sauvages occuperont une large part. C'est un thème comme ça qui guide de l'intérieur en ce moment mes écritures, mes lectures, mais dont je ne sais pas exactement où il me mènera, à part que j'ai en tête d'inviter des paysages qui me sont familiers et qui notamment donc se trouvent en Suisse. Mais l'aubaine, c'est que d'être ici, évidemment, à cette saison, me permet d'être aux premières loges pour le printemps dans les Alpes de Haute-Provence, où j'ai évidemment l'idée d'arboriser et de guetter l'éclosion des fleurs. Et nous avons décidé pour cette rencontre de commencer par la lecture de deux textes qui ont déjà quelques années, tous les deux publiés chez POL, deux extraits de textes que vous allez lire et qui sont en quelque sorte des balises de votre travail d'écriture. Alors le premier est tiré de Tout un monde lointain. Alors, il y a trois personnages, deux jeunes gens qui ont squatté une villa sur laquelle une vieille dame designer a des vues. Elle aimerait acheter cette villa et elle découvre que cette maison délabrée a été squattée par deux jeunes gens. Ces personnages s'apprivoisent au fur et à mesure du roman, et là on assiste à un moment, à cet étrange trio imprévisible. Et voilà. Ils commencèrent à se voir rituellement les fins d'après-midi. Louison arrivait souvent maquillé et vêtu de tenues qu'il improvisait chaque jour. T-shirt ou serviette enroulée en turban sur la tête, débardeur en tissu éponge ou maille ajourée, ocelles peints sur le torse et les bras, lèvres, paupières et cils colorés en vert, violet ou jaune colza, comme un oiseau d'Amazonie ou une abeille poudreuse pleine de pollen. Il portait des maillots de bain de femmes qu'il trouvait dans des marchés, des 2 pièces fluo ou émeraude, haut et bas dépareillés, ou dont il remontait plus haut que la poitrine les 2 triangles coulissants, laissant la poitrine visible. J'aime bien, c'est bizarre, un peu moche, mais c'est le bon moche, disait Gréco. Il se baignait, s'amusait beaucoup. Louison et Tessa adoraient nager nus sous l'eau. Ils aspiraient beaucoup d'air pour faire durer le plus longtemps possible l'état d'apesanteur. Ils ouvraient les yeux. Dans l'eau, le soleil formait comme de fines paillettes d'or qui tournoyaient en scintillant. Leur corps pouvait être à la fois étincelant et étrangement pâle, soudain refroidi par la lumière. Les chevelures étaient comme des crinières flottantes. Tessa et Louison prenaient l'eau avec les mains et la repoussaient vigoureusement. Ils s'enfonçaient peu à peu, le visage en proue, les bras le long du corps, ondulant comme des nageoires. Des poissons à ventre blanc les frôlaient quelquefois par bancs entiers. D'un coup de pied, ils provoquaient de brusques accélérations qu'ils atténuaient ensuite par des mouvements ralentis, dessinant des trajectoires au cours heurté avec des instants d'équilibre. Ils rasaient les récifs coupants, évoluaient parmi les algues ocre,
D'autres fois, ils luttaient pour rester verticaux ou assis en tailleur en faisant des gestes de nage inversés, les cheveux comme aspirés au-dessus d'eux, joues élastiques gonflées puis se creusant. De la commissure des lèvres, des narines ou du coin des yeux s'échappaient alors des colonnes de petites bulles qui remontaient en grappes, s'agglutinaient et formaient à la surface de la mer des couronnes de mousse. Gréco avait fini par nager nue, elle aussi. Elle se déshabillait, mais pas tout de suite. Elle retirait son maillot discrètement après être entrée dans l'eau. Elle le déposait au creux d'un rocher et elle le remettait en sortant, jusqu'à ce qu'un jour, une vague plus forte que les autres l'emporte, encourageant Gréco à opérer un changement plus radical. Elle découvrit qu'être nue dans l'eau de mer, contrairement à ce qu'elle avait toujours pensé, était très agréable. Elle plongeait quelquefois, bras bien tendus en avant, la tête enfoncée entre les épaules. Elle visait juste devant elle, sans y mettre trop d'efforts. Aussi parce que, sans ses lunettes, elle se sentait vulnérable et surtout, elle n'y voyait pas grand-chose. Elle se lançait quand même, nageait, puis elle se laissait porter en faisant la planche. Tessa et Louison n'étaient jamais très loin. Cela la rassurait. Ses longs cheveux blancs détachés ondoyaient autour de sa tête, comme les flammes qui surmontent le visage des divinités indiennes.